Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui pour nous écouter, pour parler de lancer un e-commerce B2B en 2025. C'est sûrement un sujet qui intéresse bon nombre de commerçants parce que c'est quelque chose qui va avoir un intérêt majeur et fondamental dans leur stratégie de se positionner sur le web en e-commerce. Et aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire du projet Sermes. Donc on va à tour de rôle prendre la parole, se présenter, vous raconter le projet à travers notre vision, à travers nos enjeux, notre rôle dans le projet. Et on va commencer ça avec Corinne. Bonjour à tous, donc moi je suis Corinne Kerr, je suis responsable marketing numérique auprès de la société Sermes, que je vous présenterai sur la slide suivante. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est que je vous raconte l'épopée. J'ai relu notre petit pitch, on a utilisé le terme épopée qui est peut-être un tout petit peu exagéré. Mais en tout cas, voilà, je vais vous faire le récit de notre projet e-commerce qu'on a sorti en 2025. Pourquoi est-ce qu'on l'a sorti que en 2025 ? Voilà, donc le client, plus ou moins chiant, dans l'histoire, c'est moi. Voilà, donc l'idée c'est pourquoi et comment est-ce qu'on lance un site e-commerce en 2025. Alors Sermes, en introduction, qu'est-ce que c'est Sermes ? On est une entreprise de taille intermédiaire, multispécialiste en matériel électrique. De manière un petit peu plus claire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a 4 activités qui vendent des produits complètement différents, à des clients complètement différents, sur des marchés complètement différents. On vend des câbles électriques, on vend des moteurs électriques, par exemple, pour faire de l'entraînement dans les usines agroalimentaires. On vend de l'éclairage aussi, et on vend des appareillages et des systèmes. Alors ça, c'est hyper flou, mais grosso modo, c'est par exemple les armoires de chantier. Voilà, on va vendre ça aussi. On ne vend ça qu'à des professionnels, donc on est exclusivement en B2B, on existe depuis plus de 70 ans. Et notre positionnement, c'est d'être une alternative d'achat au leader du marché. Donc on n'ambitionne pas de devenir leader sur une de ces 4 activités. On aime ce positionnement qui est le nôtre depuis toujours et qui nous réussit plutôt. Alors, 2025, c'est tard pour sortir un site e-commerce. C'est tard aussi pour faire une presse au Biz & Buzz sur un site e-commerce. Oui, c'est vrai, mais justement, je voulais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est un projet qu'on a identifié depuis 2019. Depuis 2019, pour Sermes, il était complètement évident qu'il fallait que l'on aille vers l'e-commerce, sauf que on n'avait pas les bases. Et la première des bases, c'était quoi ? C'était un PIM. On avait un PIM, sauf qu'il ne donnait pas satisfaction. Il y avait d'ailleurs ce matin une présentation ici même sur l'utilité d'un PIM, donc je confirme, sans PIM, on n'aurait rien sorti du tout. Et ce projet de PIM nous a déjà occupé de 2019 à 2021. En 2021, grosso modo, on a identifié quelle était la bonne solution technique avec laquelle on voulait travailler par rapport à nos besoins, entre un Magento, un Drupal, une solution de Salesforce, d'autres solutions un peu plus propriétaires qui nous avaient été recommandées par des acteurs qui sont plus ou moins sur le marché que nous. On a choisi Magento. Et le projet e-commerce, on a démarré en 2022 jusqu'à 2025. Alors ça fait à chaque fois 3 ans pour les 2 projets, le PIM, l'e-commerce. Alors c'est vrai que c'est long, mais on reste une assez petite boutique et surtout on a des petites équipes. Le marketing numérique chez Sermes, c'est une seule personne, c'est juste moi. Et le marketing au sein des activités, en général, c'est une seule personne aussi. Et forcément, on avait toute une série de complexités liées à notre organisation dont je vais vous parler après. Accessoirement, à chaque projet, j'ai fait un enfant, donc à chaque fois, j'étais absente pendant 6 mois. Donc forcément, ça rallonge un petit peu les délais. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu faire ? On a d'abord voulu proposer un canal de vente complémentaire à tout le monde, à nos clients. Certains d'entre eux étaient demandeurs, certains d'entre eux vont être très contents de le découvrir, et ils sont actuellement très contents de le découvrir, mais aussi à nos commerciaux, itinérants et sédentaires, l'objectif étant pour eux de les décharger d'une part du travail à petite valeur ajoutée qu'ils réalisaient comme fournir une visibilité sur le stock à un client, fournir un prix à un client. L'idée, c'est que tout ça, ils n'ont plus besoin de le faire parce que le client est complètement autonome là-dessus et ils peuvent donc consacrer le temps dégagé grâce à ça à des actions à plus de valeur ajoutée comme fournir une offre sur un projet complexe, fournir une offre avec derrière des solutions, des services. Et évidemment, tout ça, ça nous permet quoi ? Ça nous permet aussi de poser les bases d'une stratégie web marketing parce que pour l'instant, concrètement, on n'en avait pas. L'objectif, c'était effectivement de
rattraper le retard. L'objectif, c'était d'avoir d'abord ce site e-commerce. C'était, grâce à ce site e-commerce, l'objectif, c'est aussi d'aller ensuite vers d'autres projets sur lesquels on a vraiment beaucoup plus d'attentes, comme la personnalisation, excusez-moi, ça va me revenir, comme le fait de fournir des outils, de sélection et de configuration de nos produits à nos clients. Alors, on avait un enjeu particulier sur le choix de notre intégrateur, c'était de trouver un intégrateur capable de nous comprendre et de nous comprendre notre complexité. Pourquoi ? Parce qu'on est organisé autour de 4 UOP et qu'aucune activité, c'est un peu comme une BU ou une BA, chez nous on appelle ça les UOP, et aucune de ces UOP ne bosse comme la voisine. Donc un commercial itinérant, pour faire une tâche dont l'objectif est A, ne va pas bosser de la même manière dans une activité ou dans l'autre activité. Il fallait aussi quelqu'un capable de nous aider à accoucher jusqu'au bout de notre expression de besoin, capable de bien nous accompagner sur comment est-ce qu'on peut configurer Magento pour rester au plus près du natif lorsqu'on le peut, de sorte à identifier avec justesse les moments où le spécifique est incontournable. Évidemment, tout ça, l'idée, c'est de le faire dans le respect des coûts et des délais. On avait un sujet de maintenabilité, mais grosso modo, ça c'est après comme tout le monde. Alors, il y a un sujet qui est peut-être souvent problématique en B2C, peut-être moins souvent en B2B, c'est l'attribution du chiffre d'affaires e-shop au commercial. Alors chez nous, ça n'a pas été un sujet, parce que d'entrée de jeu, on savait, ça fait d'ailleurs partie des rares sujets où on n'a pas eu de problème, on savait d'entrée de jeu que toutes les commandes e-shop transiteraient par l'ERP. Or, dans l'ERP, chacun de nos clients est associé à 2 à 3 commerciaux, selon l'activité dans laquelle il se situe. À partir de là, le dispatch est fait assez naturellement. Sur les motivations, je vais aller assez vite, c'est assez logique, on était au courant, parfaitement conscient de l'opportunité représentée par l'e-commerce. On a beau travailler avec des clients aussi divers que des motoristes qui pour l'instant ne sont pas franchement sur le digital. Toutefois, on voyait que même chez eux, il y a des tendances d'usage sur le digital qui commençaient à se dessiner et on sait que dans 3, 4, 5 ans, ils vont être beaucoup plus demandeurs. Et évidemment, il y avait un risque énorme à ne pas faire, tous nos concurrents n'ayant pas pris la peine de nous attendre. Je vais aller un petit peu plus vite que ce que j'ai prévu ici, parce que j'ai peur de cramer mon timing. Sur les problématiques rencontrées, je dirais que le principal problème, c'est qu'on partait de zéro sur l'e-commerce. Donc on avait une maturité égale à 0 sur ces questions-là, donc tout était une question. Est-ce qu'on veut afficher les stocks ? Oui, non, et ainsi de suite. L'autre principal problème que l'on a eu, c'est que personne dans l'entreprise n'avait de vue globale sur la façon dont on travaille. Ce qui fait qu'on a forcément dû faire des gros groupes de travail avec beaucoup de participants jusqu'à ce que l'on arrive à identifier les spécificités de chacun, celles que le site web va adresser et celles que le site web n'adressera pas. Mais il fallait quand même toutes les identifier. On a aussi pas mal dû rassurer parce qu'on avait une confiance vis-à-vis de l'e-commerce au sein des équipes qui pouvait être extrêmement variable. Et surtout, pas surtout, mais ça c'est un grand classique, on est parti d'une liste de fonctionnalités extrêmement longue, mais après on a toute une série de méthodologies que vous connaissez probablement qui nous ont permis de lotir le projet. C'est d'ailleurs de manière très classique qu'on a réussi à le définir, ce projet. On est parti d'une liste de fonctionnalités standard qui nous avait permis de faire la consultation pour trouver l'outil. On y a ajouté les besoins des clients parce qu'on avait quand même fait les interviews clients, les besoins des commerciaux parce que c'est pareil, on les avait interviewés, on a fait des ateliers et puis à la fin, on a un lotissement, un planning, bref, tout ça c'est du classique. Par contre, ce que moi j'en retiens, c'est que c'est vraiment l'aspect humain qui a été le plus important là-dedans. C'est-à-dire qu'on a dû organiser une quantité, mais phénoménale de réunions. Et c'est normal, et sans ça on n'y serait pas arrivé parce qu'on avait beaucoup de sujets, qu'on avait des participants très variés, donc j'ai dû beaucoup parler, beaucoup répéter, beaucoup réexpliquer, beaucoup documenter, et ça à tout moment du projet, parce que si on ne le documente pas, alors on n'est pas capable de réexpliquer à un des intervenants qui est sollicité tous les mois et demi par le projet, ce qu'on s'est dit dans l'intervalle, qu'est-ce qui restait comme sujet en suspens, et si on ne fait pas ça, on n'arrive pas à la réembarquer, alors on n'avance pas. Donc, beaucoup se voir, beaucoup se parler, beaucoup documenter. D'où l'aspect être méthodique. Le truc que l'on a fait qui nous a vraiment permis d'arriver à rédiger tout simplement les specs, parce que entre le moment où vous avez vos listes de fonctionnalités, votre planning et votre budget,
vous n'avez toujours rien écrit. Ce qui nous a permis d'arriver au moment où on avait rédigé toutes les specs, c'est qu'on a fait en fait des sessions questions-réponses toutes les 3 ou 4 semaines pendant 10 mois, avec tous les acteurs concernés par les problématiques identifiées, jusqu'à ce qu'on arrive à trouver une réponse, une solution technique ou un arbitrage. Et on a fait ça pour tous les sujets problématiques, tous les sujets à contentieux, tous les sujets sur lesquels il y avait une divergence, et tous les sujets où il y avait des spécifications à rédiger qui étaient un petit peu touchy, c'est-à-dire tout ce qui touchait au flux e-commerce. Ensuite, on avait effectivement une question qui peut revenir assez régulièrement, qui était « mon produit est-il trop technique ?» Alors là, je pense qu'en fait, c'est vraiment le budget et le timing qui vous oblige à faire des choix. En tout cas, nous, c'est ce qui s'est passé, parce que sinon, on aurait pu partir dans tous les sens et ne avoir toujours rien en ligne aujourd'hui. Parce que justement, techniquement, rien n'est impossible. Donc à un moment donné, le gardien du temple, quelque part, ça a été pour nous, il faut qu'on reste dans le budget, il faut qu'on reste dans le timing, donc on va faire des choix, donc on va faire quelque chose qui marche pour tout le monde. Et maintenant qu'on a une V1 qui donne satisfaction, on va pouvoir créer une divergence, mais volontaire, là, sur la façon dont on décrit un produit pour une activité 1, 2, 3 ou 4. Et notre véritable difficulté, elle a été là, c'était écrire jusqu'au bout, alors que le projet était quand même long, fastidieux à certains moments, écrire jusqu'au bout toutes les specs de toutes les fonctionnalités les plus spécifiques, les plus particulières. Et là, on s'est rendu compte, en tout cas moi, je me suis rendu compte qu'il est impossible de tout prévoir. On a beau travailler et rédiger les specs avec les personnes qui sont plus proches de la problématique, on ne peut pas tout prévoir. Notre bulle d'oxygène, nous, ça a été le moment où on a eu la V1. Une V1 complète, une V1 robuste, qui tournait sur la plupart des fonctionnalités, et qui nous a permis de tester et de faire tester les gens qui étaient au plus proche de la problématique, les commerciaux, nanana. Et là, on s'aperçoit, ah oui, effectivement, ça fonctionne, mais merde, on a oublié ce scénario-là. Et en fait, quoi qu'on fasse, ah merde, ce qu'on a oublié, de toute façon, on l'aurait oublié, et c'est que quand on est sur une interface qui tourne, qui nous permet de ne plus être pollué par les fonctionnalités de base, qu'on arrive à nouveau à identifier des choses comme ça que l'on a manqué. Et à partir de là, en fait, on a changé de fonctionnement, on a commencé à travailler de manière beaucoup plus itérative. On est d'ailleurs passé du mode projet vers la TMA, ce qui n'était pas du tout dans l'ADN de Sermes, mais il est vrai que Blackbird travaille, je crois, tout le temps comme ça, ou presque tout le temps comme ça, donc ça a été beaucoup plus simple de convaincre chez moi de bosser comme ça. Ça implique aussi en interne d'avoir des personnes qui ont la disponibilité et la réactivité nécessaires, parce que ça veut dire que des fois j'appelle le jour J pour faire un test d'une demi-heure, de 3/4 d'heure sur une fonctionnalité. Mais c'est vraiment ça qui nous a permis, jusqu'au bout, d'écrire toutes les specs de toutes les fonctionnalités, y compris les fonctionnalités les plus prises de tête et les plus éloignées du natif de Magento. Et c'est aussi grâce à la réactivité de Blackbird qu'on y est arrivé. Et aujourd'hui, on a une V1 qui est lancée depuis le mois de début septembre, qui globalement a un niveau de qualité dont on peut être assez content, même si évidemment il faut voir que ça évolue pour répondre à plus de besoins. Et je pense que ça, c'est surtout grâce à cette dernière phase où on a bossé vraiment de manière très très itérative et en mode en TMA, parce que ça donnait de la bande passante à tout le monde. Ça a vraiment permis de coller véritablement aux besoins. Et du coup, ça me permet de passer la parole à Geoffrey. Merci beaucoup, Corinne. Alors, gros bouton vert pour Switch. Donc la réponse de Blackbird, c'est comment accomplir le projet. Corinne s'est beaucoup évertuée à raconter les enjeux de l'entreprise Sermes. Moi, je vais plus m'attarder à la méthode, en tout cas comment nous, on s'est intégré dans le projet pour y mettre les formes et permettre la production du site, in fine. Donc, qui on est Blackbird déjà pour commencer? Donc, on est une agence e-commerce experte en développement web, donc experte en e-commerce, experte en développement web, sur des technos comme Magento, Adobe Commerce ou Silius. On est spécialisé dans des projets B2B complexes. On a à peu près 50% de notre clientèle qui est du B2B, donc domaine produits variés, produits techniques, beaucoup d'acteurs. Et notre force à nous, et notamment dans le projet Sermes, ça a été d'être capable de mobiliser des profils capables d'assimiler le domaine métier des clients. Corinne l'a dit très justement avant, pour creuser en profondeur les sujets et y répondre de la manière la plus précise, c'est très important qu'on ais des profils qui comprennent le métier, le produit. Notre objectif, évidemment, livrer un site e-commerce B2B évolutif et aligné sur les besoins business. Je mets l'accent surtout sur évolutif parce qu'effectivement, un site doit vivre et doit évoluer pour rester en vie, pour s'acclimater aux changements business, économiques, etc. Donc les challenges pour nous,
Le premier, ça a été d'intégrer l'équipe CRMS, parce qu'effectivement, comme l'a rappelé très justement Corinne, beaucoup de collaborateurs égale beaucoup de réunions, égale chacun a ses propres envies, ses propres besoins, des petites prises de bec des fois sur je veux ci, je veux ça. Donc c'est pas forcément facile de parler ce langage-là et de contenter tout le monde, mais surtout d'être légitime pour conseiller à ces personnes-là qui font ce métier depuis longtemps des changements ou même potentiellement des ajustements sur ce qu'ils font déjà. Donc c'est, encore une fois, un contexte qui est challengeant parce que nous, on n'est pas issus du métier de la motorisation, du câblage, etc. Donc c'est vraiment prendre ça à bras le corps. Le deuxième enjeu, c'est assimiler le produit, donc ça fait le lien. Savoir à quoi le produit sert, c'est savoir ce que le client en attend et c'est anticiper la conception. Parce qu'effectivement, une fiche produit regorge de petits secrets, de petites subtilités qui vont permettre au produit de tout simplement se vendre mieux ou d'être mieux compris par le client qui, lui, en face, est un professionnel, certes, mais qui a peut-être besoin de conseils quand il va acheter parce qu'il ne sait pas forcément comment le mettre en œuvre, opérer, etc. Donc nous-mêmes, on doit le comprendre avant de pouvoir le faire comprendre aux autres. L'autre challenge, c'est de savoir faire dire à CRMS, c'est validé. Donc, qui tient compte de l'ensemble des besoins, qui arrive dans les délais et qui plaît à l'usage. C'est pas facile quand on a un site qui regorge autant de fonctionnalités et qui est potentiellement aussi complexe. Comment est-ce qu'on y répond? C'est quoi le plan? Comment est-ce qu'on y arrive? Alors là, j'ai fait un nuage de beaucoup de termes que vous connaissez peut-être. On va les réorganiser ensemble et ça va nous permettre de voir comment est-ce qu'on a organisé tout ça. Première étape, c'est évidemment de rencontrer l'équipe décisionnaire. C'est pas possible de commencer un projet sans comprendre les tenants, aboutissants, métier, rôle de chacun. Donc c'est de cerner les profils, c'est de savoir effectivement qui fait quoi, de quelle manière, et de savoir après, en deuxième intention, constituer une équipe de travail. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'on choisisse, nous, les profils qui sont capables de s'intéresser aux produits. Ça ne parle pas forcément à tout le monde, les câbles, les moteurs, même tout ce qui est éclairage, c'est pas forcément un domaine qui est très engageant pour tout le monde. Donc c'est aussi de créer des synergies, d'intéresser les gens de l'équipe, de chercher finalement aussi des profils qui sont techniquement bons, puisqu'on parle d'un projet complexe. Et grâce à ça, après, on va pouvoir étudier les processus métiers. Et c'est là où c'est un gros travail qui a été fait par Corinne déjà de son côté depuis 2019, donc, qui en bout de course, à mon avis, était bien contente de pouvoir un petit peu aussi réussir à cadrer tout ça. Et nous, finalement, on est arrivé et on a dit, bon, ok, vous voulez ça, vous voulez ci, pas de souci, mais comment est-ce que du coup on décompose les spécifications? Et c'est là où nous, on intervient, on dit, ok, la logistique réagit de telle manière quand il y a telle action qui est produite sur le site, une commande est passée, quel outil derrière va être informé. Nous, on a étudié tout ça pour après créer les user stories et le backlog de fonctionnalités. C'est un peu des buzzwords, je pense que beaucoup de gens connaissent ici, mais mine de rien, ça fonctionne très bien. Parce que si on fait dire à quelqu'un en tant que machin, je souhaite que machin ou que telle chose se comporte de cette manière, on est capable de répondre aux besoins des personnes derrière qui vont utiliser ou administrer l'outil. Backlog de fonctionnalités égale enveloppe projet. Et derrière, on le priorise et on le versionne. Un site doit être évolutif, je l'avais dit tout à l'heure, ou en tout cas c'est comme ça qu'il peut s'adapter et qu'il peut directement être livré et performer déjà. Et nous, on s'est évertué, attaché en tout cas, à le versionner en lot. Lot 1, il sortira à telle date, lot 2, il sortira à telle date, etc. On planifie les sprints. Et une fois qu'on est bien avancé dans le projet, qu'on se rapproche de la fin, on peut orchestrer déjà en première intention les démos et la recette, parce que ça, c'est hyper important de pouvoir éprouver son produit presque fini ou en cours de production. Prendre des retours qui sont bruts, mais qui sont, à mon avis, surtout très pertinents. Former les équipes, évidemment, personne ne connaît l'outil avant qu'il arrive, donc il faut engager les utilisateurs à l'utiliser. Et comme je le disais, éprouver les livrables auprès de testeurs. Ça peut même être la famille, des fois, des proches en qui on a confiance, qui vont avoir des retours très candides, mais des fois très intéressants. Et là, normalement, on a adressé les challenges, et on a derrière un porteur de projet, en l'occurrence une porteuse de projet Corinne, qui peut être contente parce qu'on met le projet sur des bons rails, ou en tout cas on essaye, et on l'amène jusqu'où il doit arriver dans une temporalité donnée. Et surtout, ce qui est important de retenir là-dedans, parce que ça peut faire peur, ça peut nécessiter pas mal de ressources, ça peut nécessiter aussi pas mal de sueur, de larmes, de sang, c'est de se rappeler qu'est-ce qui est important dans un projet, surtout comme celui-ci. J'aurais pas dû la passer. Voilà. On va décomposer 4 mythes, 4 réalités. Le premier, c'est que le e-commerce est saturé. On entend beaucoup parler de ça. Et il y a des
niches et des opportunités uniques à saisir, notamment en e-commerce B2B, notamment sur des produits techniques où il y a besoin de donner de la capacité d'achat à des professionnels rapidement, avec du conseil, avec un suivi, avec un historique, etc. Donc globalement, une des principales parties du projet, ça reste aujourd'hui beaucoup de l'analyse et du conseil préliminaire qui va permettre justement d'identifier la niche, ou en tout cas sur quoi s'insérer. Autre point très important, créer un site e-commerce complexe est un défi technique. Avant, Corinne parlait de produits techniques, et mon produit est-il trop technique? Derrière, le site, lui, peut aussi être très technique et donc représenter un défi. Mais le vrai défi, c'est plutôt d'aligner stratégie, marketing et produit. Il y a des développeurs qui sont très très bons dans leur métier. En France, on a beaucoup de développeurs. Les technos, elles sont maîtrisées. Il y a énormément de gens qui connaissent très bien leur métier de développement. Donc le plus compliqué, c'est surtout de les onboarder sur les bons sujets et de leur donner la bonne direction. Et donc là, on est plus effectivement dans la partie spécification. Et le troisième mythe, c'est tout doit être parfait avant de se lancer. Encore une fois, comme l'a dit Corinne, c'est pas forcément vrai. On a besoin de beaucoup tester, d'itérer, de faire éprouver le produit. Le plus important, c'est de le tester rapidement. Donc là, dans l'organisation, ça prend tout son sens. Une fois lancé, le projet roule tout seul. En réalité, l'itération continue est la clé de la réussite. Une équipe de développeurs agréé, dédié à un projet qui connaît les enjeux, qui a suivi le client, le projet pendant la majeure partie de sa vie, va être capable d'être beaucoup plus force de proposition, alerte sur certains points. Et donc l'itération continue est la clé de la réussite, c'est de dire qu'on est capable d'avoir des équipes de développement qui d'eux-mêmes vont réussir à faire évoluer le projet et effectivement à créer de la valeur ajoutée dans le temps. Et je laisse la parole, sur ces bonnes paroles, à Romane. C'est bon, j'ai. Bonjour à tous, donc je me présente, Romane, et je fais partie de l'agence Agathe. Alors je vais essayer d'aller assez rapidement. L'agence Agathe, qui est-elle? C'est une agence web marketing du paysage strasbourgeois. Et nous, on travaille avec des marques exigeantes, comme Hermès. Et l'idée, c'est d'aller les accompagner sur tout le parcours digital. Ici, on fait aussi bien de l'analytics, du SEO, du GEO, du paid media, du content marketing, du CRM et du conseil stratégique. Et nous, dans ce projet, l'objectif, c'était de venir supporter Blackbird et Hermès pour assurer la continuité de la donnée. Pour assurer la continuité de la donnée, lors d'une migration, effectivement, il faut analyser. Parce que faire une migration, c'est bien, on va changer un petit peu d'enveloppe, on va changer de site, mais l'idée, c'est de conserver au maximum le contenu qu'on a sur ce site pour éviter de perdre la notoriété, tout le jus SEO qu'on a accumulé toutes ces années. Donc nous, notre approche chez Agathe, c'était d'anticiper, de structurer aussi pour mieux accompagner les équipes Hermès et aussi Blackbird. Et il fallait qu'on garantisse bien sûr une migration fluide et donc on a analysé tout le catalogue produit. Gros catalogue, beaucoup de produits, beaucoup de spécificités. Donc l'anticipation, la préparation, c'est la clé. Une fois qu'on a bien analysé finalement tout ce catalogue et toutes les spécificités, qu'on a beaucoup échangé aussi avec le client et l'intégrateur, on a été posé aussi les bonnes questions, c'est là qu'on peut commencer à agir. Comment on agit? D'abord par un audit de l'existant. C'est un peu comme un déménagement, on commence par faire un état des lieux. Et l'idée, c'est pas de reproduire les erreurs du passé. Donc on va analyser le site, on va le crawler, on va identifier toutes les erreurs qu'on peut avoir sur l'ancien site SEO pour éviter de les reproduire dans le nouveau. Ensuite, on a l'audit de la pré-production. Donc là, c'est le nouveau site qui est mis en place. Et on va essayer justement de donner les bonnes recos pour être sûr que on n'a pas reproduit des erreurs, mais aussi qu'on a la bonne structure dès le départ. L'idée, c'est d'avoir un site assez propre au lancement. Bien entendu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y aura toujours des modifications qui vont se faire par la suite. Mais cet audit de pré-production, il permet vraiment de démarrer aussi sur des bases saines, et d'aller mettre le plus de choses possibles sur cette pré-production. Suite à ça, on va passer au plan de redirection. Alors là, c'est un gros boulot parce qu'il y a beaucoup d'URL à rediriger sur le nouveau site. Et l'idée, c'est de ne pas avoir d'erreur sur ce site quand il y a les redirections qui sont mises en place. Donc pas de pages en 404 qui font que la personne, quand elle va venir naviguer sur votre nouveau site, elle tombe sur une page où il n'y a plus rien dessus, où on vous dit, voilà, il y a une erreur. Donc l'idée, c'est bien d'aller identifier tout ça, tous les changements d'URL, les anticiper. Il y a des produits qui vont être conservés, d'autres qui vont être ajoutés, des catégories qu'on va enlever, qu'on va rajouter. Tout ça, il faut l'anticiper pour préserver aussi la valeur SEO accumulée dont on parlait tout à l'heure. Bon, au bouton. Et ensuite, on fait la création du plan de redirection. Donc là, pareil, beaucoup d'allers-retours avec Corinne, justement, pour essayer de cibler
toutes les spécificités qu'on va avoir dans les URL pour être sûr qu'en fait, quand on va faire cette migration, tous les changements, ils ont bien été pris en compte. Donc nous aussi, on a mis en place plein de stratégies de matching basées sur les ID produits pour être sûr qu'on redirigeait bien les ID de l'ancien site vers le nouveau site, et tous les produits qui étaient supprimés, on les renvoyait vers la catégorie précédente. Tous les produits qui étaient ajoutés, il fallait qu'on les analyse pour être sûr que l'URL, elle soit clean et que dedans, on n'ait pas de problématique. L'idée, c'est d'éviter les boucles infinies de redirection, les oublis. Même si on en aura toujours une fois que la MEP sera passée, on essaie d'anticiper au mieux. Et ensuite, en parallèle, il ne faut pas oublier le tracking. Parce que faire les redirections, c'est bien, mais pour ensuite analyser vos performances du site, il faut le traquer. Il faut mettre des événements sur le site internet pour que on puisse savoir comment on va qualifier la performance de telle et telle page, comment on va identifier les erreurs sur le site, comment on sait que justement les clients vont appuyer sur tel et tel bouton et comment ils vont utiliser ce site-là. Donc il y a toute une refonte aussi du plan de tagage sur le site pour aller identifier ce qu'on veut aller traquer et les KPI clés que du coup Corinne, tu veux suivre pour la suite avec tes équipes pour pouvoir aussi driver toutes les équipes sur ce nouveau site. Donc là, il y a la construction d'un plan de marquage, on identifie ces événements-là, et en B2B, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on n'a pas forcément les mêmes événements qu'en B2C. Parce que derrière, il va y avoir de la demande de devis, il va y avoir des événements un peu plus custom qu'on a l'habitude de rencontrer en B2C. Et donc, voilà, demande de devis, demande d'offres, les prises de contact. Il y a plein de choses qui viennent se rajouter et qu'on vient intégrer. Et on n'oublie pas, bien entendu, la partie RGPD avec la mise à jour de la partie Asepsio pour les cookies. Et là aussi, c'est important que ce soit en B2C ou en B2B. Et pour finir, avant de migrer ce site sur du coup, la nouvelle version, la nouvelle enveloppe qu'il va avoir et du coup qui va plus être un site vitrine mais un site e-commerce, il faut aussi aller penser à chercher tous les mots-clés qui nous apportent du trafic sur l'ancien site. L'idée, c'est d'identifier les mots-clés qui nous donnaient vraiment de la visibilité dans les moteurs de recherche pour les retransférer sur le nouveau site et aussi regarder les opportunités qu'on peut aller chercher. Et ça, c'est un travail aussi qu'on fait avec Blackbird pour essayer d'aller positionner ces mots-clés dans la structure du site, que ce soit dans les fiches produits, dans le menu. Et l'idée, c'est vraiment d'aller aussi anticiper tout ça. Bien sûr, il y a aussi tout ce qui est automatisation du balisage. Quand vous avez un énorme site comme ça, l'idée, c'est d'automatiser aussi pas mal de choses. Il y a eu pas mal aussi d'éléments là-dessus, je pense, dans les autres conférences. On peut automatiser avec plein de choses, les master spin, mais aussi l'IA maintenant. Mais voilà, l'idée, c'est de trouver aussi le juste milieu pour avoir un site qui va garder son jus SEO et la suite. Les challenges pour l'agence Agathe. Alors déjà, ça va être s'intégrer au projet. On le sait, dans la plupart des temps, nous, quand on arrive, l'agence web marketing, on arrive un petit peu après. Donc il faut qu'on vienne s'intégrer au projet et à toute la réflexion qu'il y a eu en amont. Et il faut qu'on vienne justement intégrer toute la partie catalogue, spécificité, la technique. Donc on va beaucoup échanger avec l'intégrateur, avec le client, pour être sûr de rien oublier. Surtout qu'effectivement, on arrive à quelques semaines avant la migration, donc il faut qu'on soit vraiment pertinent et qu'on comprenne tout ce qui se passe sur le projet. Ensuite, il faut qu'on identifie les changements. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut qu'on repère toutes les modifications. Donc c'est là qu'on va poser pas mal de questions. Les catégories qui changent, les produits qui se rajoutent. Est-ce qu'il y a des spécificités qui viennent entre l'ancien et le nouveau site, pardon. Et l'idée, c'est d'essayer d'anticiper au maximum tous les scénarios. Spoiler alerte, ça n'arrive jamais, mais on essaie en tout cas. Et tout ça sans forcément avoir un accès au PIM avant. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment, il ne faut pas être timide, il faut poser les bonnes questions pour qu'on avance comme il faut. Et enfin, le dernier challenge, c'est corriger. Parce qu'on a beau vouloir anticiper toutes les inconnues qu'on va avoir pendant la migration, on ne peut pas, c'est pas possible. Surtout avec des profils très techniques comme ça de clients, ou même finalement, Corinne, toi, tu n'as même pas l'idée de toute l'étendue qu'il peut y avoir dans toutes les spécificités des UOP. Donc l'idée, c'est d'aller tester, d'échanger, on fait des allers-retours, on fait du matching, on met en place des différentes solutions pour arriver à la fin à la version qui nous semble la plus stable possible pour la migration. Quelques chiffres, puisque Agathe est quand même une agence de résultats, donc on aime bien mettre des chiffres. On a migré plus de 22 000 URL, donc on a redirigé plus de 22 000 URL sur le site, sur 4 types de ressources, parce qu'attention, on ne redirige pas uniquement que des pages HTML, il y a aussi toutes les images, tous les zip et les PDF, notamment dans le cadre de CRMS, il y a beaucoup de documentation technique. Et ça, il ne faut pas les oublier, parce qu'en général, ces documentations techniques-là, elles apportent beaucoup de SEO, beaucoup de trafic sur le site. Et enfin, on a créé plus de 20 événements
un custom sur la partie tracking, justement pour aller cibler vraiment les besoins de recherche de KPI et de performance sur la partie B2B. Pour la migration, une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a bien échangé tous les trois, du coup, on a mis en place toutes ces redirections-là. Directement après la migration, on recrawl le nouveau site pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Et on va être vraiment dans de l'agilité. Donc on contrôle, on agit, on contrôle, on corrige. Et là, l'idée, c'est vraiment, pendant la semaine de migration, d'aller identifier tout ce qui a pu passer à la trappe, mais le moins possible, bien entendu. Et ensuite, il y a le suivi post-migration, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la migration et on s'en va. L'idée, c'est qu'on continue aussi de surveiller les stats, parce qu'une migration, finalement, ça ne s'arrête pas après qu'on ait appuyé sur le bouton Start. Et il faut savoir aussi en SEO que migrer son site, c'est accepter une période de transition. Donc en général, entre 1 à 3 mois, votre trafic, il va être un petit peu en dents de scie. Bien entendu, tout ce qu'on va faire en amont, tout le travail d'anticipation, de plan de redirection et de tracking va permettre de limiter ça. Mais derrière, ça ne suffira pas. C'est-à-dire que la migration étant passée, il faut continuer à optimiser son site. Et on en parlait tout à l'heure. L'idée, c'est qu'il y a la V1, mais il y a aussi la V2 qui part immédiatement dans la foulée. Et là, l'idée, c'est d'aller tout de suite optimiser ses fiches produits avec les bons mots-clés, catégoriser aussi efficacement la structure de son site, créer du contenu adapté. Donc, on en parlait tout à l'heure dans le SEO, les FAQ, qui vont aussi beaucoup parler dans l'IA, et donc tout ce qui est format bullet point, comment on va répondre aussi aux besoins et aux attentes du coup, des profils qui vont visiter le site. Et aussi, pourquoi pas la mise en place d'une stratégie de netlinking où là, on va envoyer aussi de la noto sur le site en allant acheter des liens sur des médias professionnels B2B qui peuvent aussi venir recrédibiliser le site après une migration qui peut entraîner une perte de trafic. Pour Sermes, tout va bien. On est revenu aussi du coup à une phase de trafic où on a récupéré tout le trafic aussi qu'on avait pu avoir avant la migration. Donc c'est une très bonne nouvelle. Mais l'idée, c'est de continuer sur la partie SEO, à aller toujours alimenter le site avec du contenu, des mots-clés et de faire vivre votre site. Parce que si votre site ne vit pas, les autres ne vont pas vous attendre, ils vont le faire vivre et ils vont vous passer devant. Et le SEO, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant parce que derrière, vous ne payez pas d'achat média. Donc c'est un petit peu votre levier joker pour éviter de dépenser aussi en campagne, etc. Et essayer de vous rendre visible un petit peu gratuitement quand même sur cette partie. Donc il ne faut pas le lésiner. Et merci Romane. Merci. On a voulu conclure avec 3 termes, 3 phrases assez simples. Ce qu'il faut retenir de ce qu'on a dit aujourd'hui. Le projet a été résumé en 30-40 minutes en réalité. C'était beaucoup plus long, donc c'était pas évident de tout condenser, mais on a quand même essayé de le faire. Les 3 choses à garder, c'est que dans un contexte complexe, les processus itératifs sont les plus adaptés. Donc ça, c'est ce que Corinne voulait surtout rappeler, il me semble, si je ne me trompe pas. C'est qu'au travers des années qui ont mené là où on est le site aujourd'hui, il y a eu beaucoup de livrables. Petits, moyens, quasiment inexistants presque, mais des livrables qui ont permis à des équipes de décideurs ou qui ont permis à des équipes administratives d'aller dans l'étape d'après et de se dire « Ok, là on a quelque chose, on tient quelque chose, on y va ». Le porteur de projet motivé et convaincu en vaut 10. Parce qu'effectivement, ça c'est ce que je vous souhaitais rappeler, c'est qu'on a tous des bonnes intentions, on a tous envie de faire évoluer le site, mais il y a une différence entre le vouloir et le mettre en œuvre. Et c'est celui qui est capable d'aller mobiliser les ressources, d'aller mobiliser les acteurs, et qui est capable aussi de tenir sur la durée, qui va permettre au projet de voir le jour, en partant du principe effectivement que ce porteur de projet a le budget pour suivre tout ça, mais effectivement ça fait beaucoup dans le travail. Impliquer les équipes web marketing le plus tôt possible dans la phase de réflexion de l'intégrateur afin d'anticiper les enjeux SEO, UX et performance. Alors il me semble que Roman voulait préciser ça comme étant quelque chose de très important à garder, mais peut-être que tu voulais rajouter une autre information aussi. En fait, c'était plus global, c'était plutôt vous intégrer tous les acteurs qui vont être sur le projet, mieux ce sera. Et on a très bien fonctionné avec Geoffrey, Corinne et moi parce qu'on a eu cette chance de bien matcher, d'être dans la réactivité. Toi, tu étais aussi très réactive et tu étais aussi beaucoup dans l'action. Mais parfois, ce n'est pas le cas avec tout le monde. Et vous avez peut-être des équipes parfois qui vont être plus longues à réagir. Donc, plutôt vous intégrer toutes les équipes et la partie aussi web marketing. Et mieux c'est parce qu'en fait, on va tous
s'aider aussi dans la structure finale du site et dans la finalité du projet. Donc plus la connaissance est grande et plus derrière les risques sont limités et on est plus efficace en général. Merci beaucoup. Je voulais rajouter quelque chose. Ok, ça marche. Je confirme ce qui a été dit, c'est complètement vrai. Parfait. Et donc, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, maintenant, après, peu importe, mais n'hésitez vraiment pas. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Vous avez quand même une agence e-commerce, une agence de pub et un e-commerçant B2B. Ah, voilà. Ouais, juste une petite question. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ce que vous avez dit. Merci d'ailleurs pour l'intervention, c'était très intéressant. Qui est-ce qui a monté le cahier des charges? Et est-ce que c'est, j'ai plus ou moins compris que c'était Hermès. Si c'est le cas, est-ce que vous êtes fait aider par une AMO, par exemple? Parce qu'au final, le choix technique du site web, c'est vous qui l'avez choisi. Au final, vous avez dit on part sur Magento, ou alors c'est l'agence en charge de la création du site web qui s'est dit, ben, vu vos specs, vu vos fonctionnalités, ça serait pas mal qu'on parte sur un Magento. Alors, très bonne question, merci. Du coup, c'est effectivement moi qui réponds, parce que c'est pour le coup le client qui a élaboré c'est nous qui avons élaboré le listing de fonctionnalités. Alors, on l'a aussi fait de manière itérative. Initialement, on avait un premier cahier des charges élaboré pour la phase de consultation dont vous avez parlé, celle à l'issue de laquelle on a identifié qu'on voulait travailler avec Magento. Celui-ci, on l'a fait simplement avec du bon sens, c'est-à-dire un listing de fonctionnalités, parce qu'à un moment donné, il faut partir de quelque chose. Et on ne savait pas, moi en tout cas à ce stade-là, je ne savais pas décrire autrement que succinctement la complexité de mon entreprise. En revanche, on sait élaborer un listing de fonctionnalités e-commerce, vitrine e-commerce B2C, standard, avec un petit peu de bon sens, l'expérience que j'ai pu avoir de projets précédents. Donc je me suis basée là-dessus pour ouvrir la consultation. Et en fait, la consultation, on l'a faite. Alors déjà, je l'ai pas faite toute seule. Je l'ai faite avec une équipe aussi, avec une équipe avec différents émissaires des services, des différentes UOP et de la direction commerciale, à qui j'ai fait participer à toutes les présentations. Et en fait, à chaque fois, on a interrogé un duo intégrateur outils. Donc on avait à chaque fois la réponse qui nous était faite sur l'outil, où ça nous amène en termes de budget, sur l'intégrateur où ça nous amène en termes de budget, en termes de fonctionnalité, que ce soit côté Drupal, côté Magento ou sur les autres solutions type Salesforce. Donc ça c'est un petit peu pour répondre à comment est-ce qu'on a fait notre choix, comment est-ce qu'on a choisi. Après j'avais proposé une grille d'évaluation et de l'outil et de l'intégrateur. Cette grille, j'ai fait une proposition. J'ai travaillé en interne avec différentes personnes qui allaient tremper de plus ou moins loin dans ce projet-là pour ajouter des critères d'évaluation de l'intégrateur et de l'outil. Et c'est cette grille qui, de manière très bête et méchante, nous a permis de positionner chacune des propositions sur une grille. Et c'est Magento qui est ressorti. Magento et l'intégrateur qui, du coup, allait avec. Donc ça nous a permis de faire le choix là. Et la liste finale de spécifications, on l'a enrichie au moment où on a ouvert le projet e-commerce, puisque dans l'intervalle, j'avais mené des interviews auprès de quelques clients. J'étais allée voir moi-même quelques clients et j'avais mené des interviews auprès des commerciaux itinérants qui sont les plus près des clients pour l'enrichir avec des fonctionnalités à côté desquelles j'étais potentiellement passée, parce que moi je ne suis pas commercial, j'ai beau connaître un petit peu ce qu'ils font, c'était très insuffisant. On l'a enrichi grâce à ça. Et puis après, ça s'est enrichi au fur et à mesure du projet, au fur et à mesure des réunions. Il y a des trucs qu'on a spécifiés hyper tard dans le projet. C'était aussi pour ça que c'était hyper intéressant à un moment donné de bosser en TMA, parce que c'est ça qui était intéressant, c'est qu'en fait, il est quasiment impossible de penser à tout. Donc à un moment donné, on a quand même une liste de specs qui est assez exhaustive, mais quand on dit on veut pouvoir permettre de faire une offre, ok, la spec elle est juste, l'affirmation est juste, mais jusqu'à ce que vous arriviez à la spécification qui permet de le développer correctement, il va se passer quelques temps, et c'est là effectivement que le fait de bosser de manière itérative est intéressante, parce que on peut pas imaginer tous les scénarios en partant d'une page blanche. En tout cas, nous, on n'y est pas arrivé, et je pense que c'est presque pas possible, quoi. Surtout quand on travaille avec des gens qui à côté sont des techniciens, donc c'est pas du tout l'objectif de faire cet exercice de se projeter. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Super. Il dit oui.
Donc j'avais une question. Est-ce que vous créez des sites internet avec l'IA? Je crois que c'est le sujet très tendance de la journée, invisiblement. Aujourd'hui, on n'a pas parlé d'IA, parce qu'effectivement, pour créer un site internet de cette ampleur, avec cette complexité, c'est très compliqué d'embarquer des outils IA, en tout cas pas à toutes les étapes. L'IA va permettre de pré-mâcher le travail sur plein d'aspects, de la traduction par exemple, ce qui n'était pas forcément notre cas, de l'aide aussi à la compréhension de certaines données. Donc c'est vrai que pour le SEO, pour de la donnée mots-clés, pour de la donnée analytics, là on peut s'aider d'outils, et notamment, il n'y a pas forcément besoin d'interfacer quoi que ce soit, un ChatGPT est là, je pense que vous connaissez tous, mais effectivement là on n'est pas du tout dans une direction technique de réussir à créer de zéro quelque chose avec de l'IA. Néanmoins, il existe des briques qu'on peut ajouter sur nos outils de développement qui vont permettre de nous aider à compiler ou à écrire ou à corriger du code en cours de rédaction. Et c'est là où c'est intéressant, dans ce type de projet peut-être un peu moins, ou en tout cas pas à toutes les étapes comme je le disais, mais c'est là où c'est intéressant pour gagner du temps, de voir ce dont l'IA est capable. Et aujourd'hui, on les utilise effectivement, nous par exemple Blackbird, à des microdoses ou à des doses plus ou moins importantes selon la complexité, le sujet, les clients, le temps qu'on veut y mettre. Et exactement comme aujourd'hui tous les développeurs qui se respectent, on a tendance des fois à quand même vouloir ChatGPT, qu'est-ce que tu en penses? Écris-moi tel bout de code. Mais souvent, on doit repasser derrière. Et effectivement, pour un projet comme celui-là, encore une fois, c'est plus compliqué. Mais si je dois répondre à la question, est-ce qu'on crée des sites avec l'IA? Oui, on utilise l'IA pour créer des sites aujourd'hui. Ça nous aide beaucoup à gagner du temps. Merci pour cette présentation très, très complète. Alors, en termes d'e-marketing, maintenant que ce site existe, quelles sont les premières retombées? Est-ce que vous en avez déjà quelques chiffres? Et quelle est la suite pour le rentabiliser au maximum? Est-ce que vous avez déjà une idée sur ce point? Alors non, mais ça vient. C'est-à-dire que quand on a lancé le site, on n'a pas souhaité, on aurait pu faire l'exercice, mais ça aurait été vraiment en doigt mouillé. On n'a pas souhaité élaborer d'hypothèses chiffrées sur le trafic attendu, sur le chiffre d'affaires attendu. Pourquoi? Parce qu'on part de zéro. Parce que voilà, ça aurait été au doigt mouillé. Et puis après, on aurait dû entrer dans des trucs un petit peu à la con où on se retrouve à devoir justifier pourquoi c'est moins 20, pourquoi c'est plus 20, alors qu'en fait, on l'a fait au doigt mouillé. Donc on s'est dit non, on n'a pas les éléments suffisants pour faire ce genre de choses et on va attendre de voir quel est le premier retour sur expérience que l'on a. Donc actuellement, par exemple, je ne suis pas encore de statistiques chiffrées, on suit plus des statistiques d'usage parce qu'on a c'est pas un site e-commerce comme le site de la Fnac où vous pouvez créer votre propre compte de votre propre chef, c'est votre commercial qui va l'activer pour vous, mais après derrière c'est la même mécanique. Donc on s'assure que les commerciaux se sont appropriés le sujet et activent bel et bien des comptes et que ces comptes sont utilisés. Et s'ils le sont, c'est pour faire quoi? C'est de la simple consultation prix-stock, c'est faire des demandes d'offres, c'est valider des offres ou c'est carrément passer des commandes. Une fois que on sera un petit peu rassuré sur l'appropriation de l'outil par notre force commerciale et par, on va dire, un pourcentage de clients qui nous semble intéressant, alors oui, on s'attaquera. D'ailleurs, on s'y attaque déjà, parce qu'on va bosser aussi avec Roman sur la préparation des dashboards plus chiffrés. On s'attaquera justement à ça, se rendre capable de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires de ce site-là, mais plus sur des tendances plutôt que se donner à tout prix des objectifs. Après, on a aussi une rentabilité à la base au niveau de l'entreprise qui nous permet de faire ça. C'est-à-dire qu'on n'était pas en risque avant de le faire ça. On ne s'est pas dit on va faire le site e-commerce, il faut absolument qu'il nous permette de faire plus 10, plus 15, plus 20. On est relativement détendu par rapport à ça. C'est pour ça qu'on a aussi cette possibilité de regarder comment est-ce qu'il évolue au début. Et ensuite, une fois qu'on aura une base de réflexion un petit peu juste basée sur le réel, alors oui, on pourra faire des hypothèses ou en tout cas se donner des objectifs un petit peu plus ambitieux. Par contre, dans l'intervalle, on aura aussi répondu à la question de est-ce qu'on veut se donner véritablement plus de visibilité sur le SEO, parce que pour l'instant, on ne fait pas d'efforts en SEO. En tout cas, on ne s'en sert pas comme d'un levier prioritaire et volontairement. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond à votre question, mais là aussi, finalement, on avance de manière hyper itérative, par choix. Depuis combien de temps le site est en ligne? Oui. Je répète. En fait, on a fait un pré-lancement auprès d'un groupe restreint de commerciaux et donc de clients début mai. Et il est en lancement, donc tout le monde a été formé. Enfin, tous les commerciaux ont vu comment le site fonctionne pour se rendre capable de le présenter à leurs propres clients depuis début septembre. Donc on considère qu'il est lancé vraiment depuis début septembre.